12 avril 1204. Les murailles de Constantinople, invincibles depuis 9 siècles, s'effondrent. Mais ce ne sont pas les armées musulmanes qui pénètrent dans la ville, ce ne sont pas les Bulgares, ni les Hongrois, ni aucun des ennemis traditionnels de Byzance. Non, ce sont des croisés chrétiens, censés libérer Jérusalem, qui déferlent dans les rues de la plus riche cité du monde chrétien. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils vont piller, violer, massacrer et détruire ce que 1000 ans de civilisation avaient construit. Cette histoire est celle d'une manipulation monstrueuse, d'une trahison inimaginable et d'un carnage qui changera le cours de l'histoire pour toujours. C'est l'histoire de comment un vieillard aveugle de 97 ans va orchestrer le plus grand détournement de croisade de tous les temps. Et c'est l'histoire de Constantinople, la nouvelle Rome, réduite en cendres par ceux qui prétendaient défendre la chrétienté. Avant de comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut saisir ce qu'était Constantinople en 1204. Cette ville n'était pas une cité ordinaire, c'était la ville, la plus grande, la plus riche, la plus belle du monde connu. 300 000 habitants s'entassaient dans ses murs, quand Venise, la plus grande ville d'Europe occidentale, en comptait à peine 80 000. Constantinople était 4 fois plus peuplée que Paris. Ses fortifications défendaient des kilomètres de palais, d'églises, de forums et de marchés grouillants de vie. Les visiteurs occidentaux qui arrivaient dans la cité restaient bouche bée devant tant de splendeur. Les richesses accumulées dans Constantinople dépassaient l'imagination. Le trésor impérial contenait des millions de nomismata d'or. Sous Basile II, au début du XIe siècle, l'empereur avait laissé à sa mort 14 400 000 nomismata dans les coffres de l'État. C'était une fortune colossale, inimaginable pour les seigneurs occidentaux qui peinaient à rassembler quelques centaines de marques d'argent. Sainte-Sophie, la grande église, dominait la ville de sa coupole monumentale. Construite par Justinien au VIe siècle, elle incarnait la puissance et la gloire de Byzance. L'intérieur était entièrement recouvert de mosaïques à fond d'or. Les voûtes, les coupoles, les murs scintillaient de millions de tesselles dorées. Le maître-autel était composé de matériaux précieux incrustés de pierres rares. Des reliques inestimables s'accumulaient dans ces chapelles, des fragments de la vraie croix, le linceul de Mandylion censé porter l'empreinte du Christ lui-même, des ossements de saints vénérés depuis des siècles. Le grand palais impérial s'étendait sur des hectares au bord de la mer de Marmara. Un véritable labyrinthe d'édifices somptueux, de jardins parfumés, de fontaines jaillissantes. Les murs étaient ornés de marbre polychrome venus d'Égypte, de Thessalie, de Syrie. Des colonnes de porphyre rouge supportaient des voûtes peintes. Les appartements impériaux regorgeaient de trésors. Vases d'or ciselés, tissus de soie brodés de fils d'or, icônes serties de pierres précieuses. L'hippodrome, où se déroulaient les courses de chars qui passionnèrent le peuple, était orné de statues antiques rapportées de tout l'Empire. Un quadrige de chevaux de bronze dominait l'entrée monumentale. Des obélisques égyptiens marquaient la ligne centrale de l'arène. Des milliers de spectateurs pouvaient s'entasser dans les gradins pour assister aux compétitions qui rythmaient la vie politique de la cité. Constantinople n'était pas seulement riche, c'était le centre du commerce mondial. Les marchands vénitiens, génois, pisans qui y possédèrent leurs quartiers le savaient bien. Les routes commerciales qui reliaient l'Orient à l'Occident passaient toutes par Constantinople. Épices, soieries, pierres précieuses, esclaves, tout transitait par ces ports. La taxe prélevée sur les importations et exportations rapportait 20 000 hyperpaires d'or par jour au trésor impérial. Cette ville était le joyau de la civilisation byzantine, héritière directe de Rome. Ses habitants se considéraient comme les vrais Romains. Ils parlaient grec, priaient selon le rite orthodoxe, mais se voyaient comme les gardiens de l'héritage impérial romain. Leur empereur portait le titre de Basileus, souverain universel du monde chrétien. Août 1198. Le pape Innocent III, fraîchement élu, lance un appel solennel à une nouvelle croisade. La troisième croisade s'est soldée par un échec cuisant. Jérusalem reste aux mains de Saladin. Les lieux saints du christianisme demeurent inaccessibles aux pèlerins occidentaux. Innocent III veut changer la donne. Le pape est un homme d'une ambition démesurée.
Il rêve d'imposer l'autorité pontificale sur tous les souverains de la chrétienté. Il veut soumettre l'Église orthodoxe d'Orient à l'obéissance de Rome. Une croisade victorieuse lui permettrait d'atteindre ces deux objectifs: humilier les princes récalcitrants en démontrant la puissance papale et forcer les Byzantins à reconnaître la suprématie du pape. Mais l'appel d'Innocent III tombe dans un contexte désastreux. Les grandes monarchies européennes sont épuisées par des décennies de guerres incessantes. L'Angleterre et la France s'affrontent dans un conflit sans fin. Le Saint-Empire romain germanique est déchiré par les luttes entre l'empereur et la papauté. Les rois ne veulent plus financer de coûteuses expéditions lointaines qui ponctionnent leurs ressources sans rien rapporter. Seuls quelques barons acceptent de prendre la croix. Thibaut de Champagne, Louis de Blois, Baudouin de Flandre, le duc Eudes de Bourgogne répondent à l'appel. Mais ils sont loin d'être assez nombreux. Innocent III espérait 30 000 chevaliers. Il n'en obtient que 10 000. En novembre 1199, lors du tournoi des cris, les barons croisés se réunissent pour organiser l'expédition. Ils élisent Boniface de Montferrat comme chef militaire. C'est un choix stratégique. Boniface a des liens familiaux avec la cour byzantine. Son frère Régnier a épousé Marie Comnène, une princesse impériale. Boniface connaît Constantinople. Il comprend les jeux politiques de la cour byzantine. Les croisés décident d'attaquer l'Égypte plutôt que la Palestine. La stratégie est simple: s'emparer des ports égyptiens, poumons économiques du monde arabe, puis les échanger contre Jérusalem. Pour cela, ils ont besoin de navires. Beaucoup de navires. Et seule Venise possède une flotte assez puissante pour transporter une armée entière en Méditerranée orientale. En mars 1201, 6 députés des croisés arrivent à Venise pour négocier le transport de l'armée. Le doge Enrico Dandolo les reçoit dans son palais. Il est censé être un vieillard décrépit, presque nonagénaire, aveugle depuis des années. Mais derrière cette apparence fragile se cache l'esprit le plus calculateur et le plus impitoyable de son époque. Enrico Dandolo est né en 1107. En 1201, il a donc 43 ans. À une époque où l'espérance de vie dépassait rarement 40 ans, c'est un miracle vivant. Mais Dandolo n'a rien d'un vieillard sénile. Son âge n'a pas émoussé son intelligence ni son ambition dévorante. Il est aveugle, ou presque. Les sources divergent sur l'origine de sa cécité. Selon Geoffroy de Villehardouin, chroniqueur de la croisade qui l'a connu personnellement, Dandolo aurait perdu la vue à la suite d'un coup reçu à la tête. D'autres sources affirment que l'empereur byzantin Manuel Comnène l'aurait fait aveugler lors d'une ambassade à Constantinople en 1172 pour punir son insolence dans la défense des intérêts vénitiens. Cette deuxième version est probablement fausse, mais elle révèle quelque chose d'essentiel. Dandolo déteste les Byzantins d'une haine féroce. En 1171, l'empereur Manuel avait fait saisir tous les biens des Vénitiens présents dans son empire et les avait jetés en prison. Dandolo participait à l'expédition vénitienne qui avait tenté de négocier leur libération. L'échec de cette mission avait humilié Venise et ruiné des centaines de marchands vénitiens. Dandolo a passé sa vie dans les arcanes de la politique vénitienne. Ambassadeur, juge, conseiller, il a gravi tous les échelons avant d'être élu doge en juin 1192 à 85 ans. Son élection était censée être provisoire. Les factions rivales espéraient qu'il mourrait rapidement. Elles se trompaient lourdement. En tant que doge, Dandolo a réformé le système judiciaire vénitien, créé une nouvelle monnaie d'argent appelée le grosso, conclu des traités commerciaux avantageux avec Vérone, Trévise, l'Arménie. Il a mené une guerre victorieuse contre Pise. À presque 100 ans, il gouverne Venise d'une main de fer, avec une lucidité et une énergie qui stupéfient ses contemporains. Quand les députés des croisés se présentent devant lui en 1201, Dandolo voit immédiatement l'occasion inespérée qui se présente. Ces barons naïfs lui offrent, sur un plateau d'argent, la possibilité de transformer Venise en empire maritime. Il va les manipuler avec un génie machiavélique. Les croisés demandent des navires pour transporter 4500 chevaliers, 9000 écuyers et 20 000 fantassins, avec leurs chevaux, leurs armes et leurs provisions pour 1 an. Dandolo leur annonce un prix exorbitant, 85 000 marques d'argent. C'est une somme astronomique. Mais il ajoute une clause séduisante. Venise fournira également 50 galères de guerre et partagera à parts égales tous les gains de la croisade. Les députés acceptent.
ils n'ont pas le choix. Sans la flotte vénitienne, la croisade est impossible. Un traité est signé le 19 avril 1201. Les croisés s'engagent à payer les 85 000 marques. Venise s'engage à construire la flotte nécessaire. Dandolo sait déjà que les croisés ne pourront jamais payer. Il le sait parce qu'il a calculé le coût réel du transport. 55 000 marques suffiraient largement. Les 30 000 marques supplémentaires sont une marge de profit insensée. Mais surtout, Dandolo sait que l'armée croisée ne rassemblera jamais les effectifs prévus. Les rois ont refusé de participer. Les princes sont tièdes. Seuls les barons les plus zélés répondront à l'appel. Juin 1202. Les croisés commencent à affluer vers Venise. Mais le rassemblement est catastrophique. Au lieu des 33 500 hommes prévus, seulement 11 000 arrivent sur l'île du Lido où Dandolo les a parqués. Les Bourguignons et les Provençaux ont choisi d'embarquer directement depuis Marseille. D'autres ont renoncé, d'autres encore sont morts en route. Sur les 85 000 marques promis, les croisés ne peuvent en rassembler que 51 000. Il manque 34 000 marques, une dette colossale qu'ils sont incapables de rembourser. Les barons mettent en commun toutes leurs richesses personnelles. Ils fondent leurs vaisselles, vendent leurs bijoux, hypothèquent leurs terres. Rien n'y fait. La somme reste désespérément insuffisante. Dandolo les tient. Ils sont coincés sur l'île du Lido, sans argent, sans nourriture, sans possibilité de partir. Venise a construit la flotte comme promis. 480 navires attendent dans le port. Mais Dandolo refuse de les laisser embarquer tant qu'ils n'auront pas payé intégralement. Les semaines passent. Les croisés mangent leurs dernières provisions. La faim commence à les tenailler. Certains désertent, d'autres tombent malades. Le moral s'effondre. L'expédition qui devait libérer Jérusalem est en train de mourir misérablement dans un port vénitien, avant même d'avoir pris la mer. Alors Dandolo frappe. Il propose un marché aux croisés affamés. Il leur accorde un moratoire sur les 34 000 marques manquant s'ils acceptent de l'aider à reprendre la ville de Zara. Cette cité de Dalmatie, sur la côte adriatique, s'est révoltée contre Venise et s'est placée sous la protection du roi de Hongrie. Dandolo veut la reconquérir. Les barons sont horrifiés. Zara est une ville chrétienne. Attaquer des chrétiens alors qu'ils ont pris la croix pour libérer les lieux saints serait un sacrilège monstrueux. Certains refusent catégoriquement. Simon de Montfort et plusieurs autres quittent l'expédition avec dégoût. Mais la majorité n'a pas le choix. C'est accepter ou mourir de faim à Venise. Ils acceptent. Le 8 novembre 1202, la flotte quitte enfin le port. Dandolo lui-même a pris la croix. À 95 ans, complètement aveugle, il va diriger personnellement l'expédition. Les chroniqueurs rapportent qu'il se tenait debout sur la proue de sa galère, portant la bannière de Saint-Marc, donnant l'exemple du courage malgré son âge et son handicap. Le 24 novembre, Zara tombe. Les habitants avaient pendu des crucifix sur leurs remparts pour rappeler qu'ils étaient catholiques. Cela n'a servi à rien. Les croisés ont pris la ville d'assaut et l'ont mise à sac. Le pillage dure plusieurs jours. Les maisons sont brûlées, les habitants massacrés ou réduits en esclavage. Quand la nouvelle parvient à Rome, le pape Innocent III entre dans une rage folle. Il excommunie immédiatement tous les participants à ce crime. Mais le mal est tout fait. La croisade a déjà versé le sang chrétien. Elle ne s'arrêtera plus. Les croisés passent l'hiver à Zara. C'est là qu'arrive une ambassade qui va tout changer. Philippe de Souabe, roi d'Allemagne, a un problème. Son beau-frère Alexis, jeune prince byzantin, s'est réfugié chez lui après que son oncle Alexis III a usurpé le trône impérial en 1195. Le jeune Alexis supplie Philippe de l'aider à reconquérir son héritage. Philippe voit l'opportunité. Il envoie une ambassade aux croisés stationnés à Zara avec une proposition alléchante. Si les croisés aident le jeune Alexis à reprendre Constantinople, celui-ci leur promet 200 000 marques d'argent pour financer la suite de la croisade, 10 000 soldats byzantins pour combattre en Terre Sainte, le ravitaillement de l'armée pendant 1 an, et surtout la soumission de l'Église orthodoxe à l'autorité du pape. Pour les croisés endettés, c'est une bénédiction inespérée. Avec 200 000 marques, ils peuvent rembourser Venise et financer la conquête de l'Égypte. Les promesses du jeune Alexis règlent tous leurs problèmes d'un coup.
Mais certains sont sceptiques. Attaquer Constantinople, la plus grande ville chrétienne, pour installer un empereur fantoche, c'est une déviation monstrueuse de l'objectif sacré de la croisade. De nouveaux déserteurs quittent l'armée. Dandolo, lui, exulte. Il a manœuvré pour que cette proposition arrive précisément à ce moment. Il a probablement négocié secrètement avec Boniface de Montferrat pour orchestrer toute l'affaire. Constantinople, la rivale honnie de Venise, la ville qui a humilié les Vénitiens, spoilé leurs biens, emprisonné leurs marchands, va enfin payer. Le doge soutient ardemment la proposition. Il convainc les barons hésitants. Il leur fait miroiter les richesses fabuleuses qu'ils pourront s'approprier. Il leur promet que le jeune Alexis tiendra parole. Il joue sur leur cupidité et leur pragmatisme. En mars 1203, la décision est prise. La flotte mettra le cap sur Constantinople. Le pape Innocent III, quand il apprend la nouvelle, est atterré. Il envoie des légats pour interdire aux croisés de toucher à Constantinople. Mais ces ordres arrivent trop tard. La flotte a déjà levé l'ancre. 24 juin 1203. La flotte croisée arrive en vue de Constantinople. Les équipages découvrent la cité dans toute sa splendeur. Robert de Clary, chevalier picard qui participe à l'expédition, écrira plus tard qu'aucun homme n'aurait pu imaginer qu'une si belle ville puisse exister au monde. Les murailles s'étendent sur des kilomètres, protégées par des tours massives. La Corne d'Or, le port naturel qui pénètre profondément dans la ville, est fermé par une énorme chaîne tendue entre deux rives. Derrière les remparts, les dômes dorés des églises scintillent au soleil. Les palais impériaux dominent le Bosphore. Les croisés débarquent sur la rive asiatique et pillent les faubourgs. Ils coupent les aqueducs qui alimentent la ville en eau. Puis ils traversent le Bosphore et établissent leur campement face aux murailles terrestres. L'empereur Alexis III contemple l'armée croisée depuis les remparts. Il a mobilisé les troupes byzantines. Il dispose de plusieurs dizaines de milliers de soldats. Constantinople a résisté à des dizaines de sièges au cours de son histoire. Ses fortifications sont réputées imprenables. Le 17 juillet 1203, les croisés lancent leur premier assaut. Les Vénitiens attaquent par la mer, ciblant les murailles maritimes qui longent la Corne d'Or. Les Francs assaillent les fortifications terrestres avec des échelles et des tours de siège. Dandolo mène personnellement l'attaque vénitienne. À 96 ans, complètement aveugle, il se tient debout sur la proue de sa galère, tenant la bannière de Saint-Marc. Il ordonne à ses hommes d'éperonner les remparts encore et encore. Sous la violence des impacts répétés, une section de muraille s'effondre. Les Vénitiens s'engouffrent dans la brèche. À l'intérieur de la ville, la panique s'empare des défenseurs. Les croisés sont dans les murs. Le combat tourne à la débandade. Alexis III, voyant la situation lui échapper, prend une décision lâche. Il s'enfuit de Constantinople pendant la nuit, emportant 10 000 livres d'or du trésor impérial. Quand les habitants découvrent la fuite de leur empereur au matin, ils libèrent Isaac II, le père du jeune Alexis, qui était emprisonné et aveuglé depuis 8 ans. Ils le remettent sur le trône. Le jeune Alexis devient co-empereur sous le nom d'Alexis IV. Les croisés ont gagné sans avoir vraiment combattu. Ils s'installent de l'autre côté de la Corne d'Or, dans le quartier de Péra. Alexis IV leur promet que tout sera payé comme convenu. Ils demandent juste un peu de temps pour réunir l'argent. Mais les semaines passent et rien ne vient. Alexis IV découvre avec horreur que les coffres de l'Empire sont vides. Son oncle Alexis III a pillé le trésor avant de fuir. L'argent promis n'existe pas. Les 200 000 marques sont une chimère. Le jeune empereur se retrouve piégé. D'un côté, les croisés campent aux portes de la ville et réclament leur dû. De l'autre, les habitants de Constantinople le considèrent comme un traître qui a fait entrer les Latins dans la ville. La noblesse byzantine complote déjà pour le renverser. Alexis IV tente désespérément de gagner du temps. Il renégocie les termes du marché. Il demande aux croisés de prolonger leur séjour de 6 mois, jusqu'en avril 1204, le temps de rassembler l'argent. En échange, il leur verse des acomptes prélevés en taxant lourdement la population. Il leur offre également des trésors pillés dans les églises de Constantinople. Les Byzantins sont furieux. Leur empereur dépouille leur sanctuaire pour payer des mercenaires latins. Les tensions montent. Des bagarres éclatent entre Grecs et Latins. Les habitants attaquent les Vénitiens installés dans leur quartier de Constantinople. En août 1203,
un violent incendie ravage une partie de la ville. Il a été allumé par les croisés qui cherchaient à se protéger d'une contre-attaque byzantine. Le feu détruit des centaines de maisons. Des milliers de personnes se retrouvent sans abri. La population accuse les Latins de chercher à détruire Constantinople. La cohabitation devient impossible. Les Francs et les Vénitiens qui vivaient dans la ville doivent fuir vers le camp croisé pour échapper au lynchage. Les deux communautés se haïssent désormais ouvertement. Alexis IV est coincé. Il ne peut pas payer les croisés. Il ne peut pas les chasser car son trône en dépend. Il ne peut pas rassurer son peuple qui le considère comme un pantin aux mains des Latins. Il multiplie les promesses aux deux camps, essayant désespérément de sauver sa tête. Mais en janvier 1204, la situation explose. Les nobles byzantins ne supportent plus l'humiliation. Un complot se noue autour d'Alexis Murzuphli, surnommé ainsi à cause de ses sourcils joints. C'est un aristocrate ambitieux qui a gagné la confiance d'Alexis IV en se présentant comme un fidèle conseiller. Dans la nuit du 26 au 27 janvier 1204, Alexis Murzuphli passe à l'action. Il fait arrêter le jeune Alexis IV et l'emprisonne dans un cachot du palais. Puis il se fait proclamer empereur sous le nom d'Alexis V. Isaac II, le vieux père aveugle, meurt quelques jours plus tard, probablement empoisonné. Le 8 février, Alexis IV est étranglé dans sa cellule. Les croisés apprennent le meurtre de leur débiteur avec rage. Dandolo et les barons tiennent enfin leur prétexte parfait pour ce qu'ils désiraient depuis le début. S'emparer de Constantinople et la dépouiller de toutes ses richesses. Le 1er mars 1204, un traité secret est signé entre les chefs croisés et les Vénitiens. C'est le Partitio Romaniae, le traité de partage de l'Empire romain d'Orient. Avant même d'attaquer la ville, ils se partagent déjà ses dépouilles. Le traité stipule que Venise recevra les 3/8 de Constantinople et de l'Empire, les croisés se partageront le reste. Un nouvel empereur sera élu parmi les chefs francs. Toutes les richesses pillées seront rassemblées puis divisées. 3/4 pour les Vénitiens qui ont financé l'expédition, 1/4 pour les Francs. C'est un plan cynique et méticuleux. Dandolo a manœuvré pendant 2 ans pour arriver à ce moment. Il va enfin détruire Constantinople, la rivale commerciale de Venise, et s'emparer de tous les territoires stratégiques qui contrôlent les routes commerciales vers l'Orient. Alexis V comprend ce qui se prépare. Il renforce les défenses de la ville. Il mobilise toutes les troupes disponibles. Il fait fondre les statues antiques et les trésors des églises pour fabriquer des armes. Il exhorte le peuple à défendre Constantinople contre les envahisseurs latins. Le 9 avril 1204, les croisés lancent un premier assaut général. Les Vénitiens attaquent les murailles maritimes tandis que les Francs assaillent les fortifications terrestres. Le combat est acharné. Les Byzantins se battent avec l'énergie du désespoir. Ils repoussent toutes les attaques. À la fin de la journée, les croisés n'ont conquis aucune position. Des centaines de morts jonchent les fossés. C'est un échec humiliant. Les barons sont découragés. Certains suggèrent de lever le siège et de partir enfin vers l'Égypte comme prévu. Mais Dandolo refuse. Il exhorte les troupes à tenir bon. Il promet que la victoire est proche. Il organise une nouvelle attaque pour le surlendemain. 12 avril 1204. L'aube se lève sur Constantinople. Les croisés préparent leur dernier assaut. Cette fois, ils concentrent toutes leurs forces sur un secteur précis des murailles maritimes. Les Vénitiens ont attaché leurs navires ensemble pour créer des plateformes flottantes plus stables. Des ponts volants sont installés sur les galères pour permettre aux soldats de sauter directement sur les remparts. L'attaque commence à l'aube. Les archers vénitiens criblent de flèches les défenseurs postés sur les murailles. Les galères s'approchent et éperonnent les remparts encore et encore. Les ponts volants se rabattent sur le sommet des tours. Les premiers croisés sautent sur les fortifications. Le combat est terrible. Les Byzantins jettent des pierres, versent de l'huile bouillante, repoussent les échelles. Mais les Vénitiens continuent d'affluer. Petit à petit, ils prennent pied sur les remparts. Ils conquièrent une tour, puis une deuxième. Simultanément, les Francs enfoncent l'une des portes terrestres. Ils pénètrent dans la ville par ce côté. Constantinople est prise en tenaille. Alexis V tente d'organiser une contre-attaque, mais ses troupes sont submergées. Voyant la bataille perdue, il s'enfuit de la ville avant la nuit.
Les défenseurs, privés de commandement, se dispersent. Dans la soirée du 12 avril, les croisés contrôlent une large portion de Constantinople. Ils mettent le feu à tout un quartier pour empêcher les Byzantins de lancer une contre-offensive nocturne. C'est le troisième grand incendie qui ravage la ville depuis le début du siège. Des centaines de maisons partent en fumée. Les flammes illuminent la nuit. Le 13 avril au matin, toute résistance a cessé. Constantinople est tombée. Pour la première fois en 9 siècles, les murailles invincibles ont été franchies. Et alors commence le pire. Le massacre commence immédiatement. Les croisés se répandent dans les rues de Constantinople avec une fureur démentielle. 2000 Grecs sont tués dans les premières heures. Les soldats ivres de violence frappent tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les viols sont systématiques. Les chroniqueurs byzantins rapportent que même les religieuses n'ont pas été épargnées. Les femmes sont violées dans les rues, dans les églises, dans leurs maisons. Certaines sont ensuite massacrées, d'autres sont emmenées comme esclaves. Mais c'est le pillage qui prend rapidement le dessus sur le carnage. Les croisés découvrent les richesses accumulées pendant 1000 ans dans Constantinople. Et ils deviennent fous. Le palais impérial est envahi et dépouillé de fond en comble. Les soldats arrachent les tissus précieux, volent les vases d'or, brisent les meubles pour en arracher les incrustations de pierres précieuses. Ils fracassent les mosaïques pour récupérer les tesselles d'or. Ils déchirent les tapisseries, renversent les statues, saccagent les jardins à la recherche de trésors enfouis. L'hippodrome est pillé. Le quadrige de chevaux de bronze qui dominait l'entrée monumentale est démonté et emporté. Ces 4 chevaux finiront à Venise, sur la façade de la basilique Saint-Marc, où ils trônent encore aujourd'hui. Les obélisques sont trop lourds pour être emportés, mais tout ce qui peut être arraché l'est. Les maisons privées ne sont pas épargnées. Les croisés enfoncent les portes, massacrent les occupants s'ils résistent, pillent tout ce qui a de la valeur. Les bourgeois riches voient leurs demeures vidées en quelques heures. Les soldats se disputent le butin, s'entretuent parfois pour quelques pièces d'or. Mais le plus scandaleux, le plus impensable, c'est la profanation des églises. Les croisés pénètrent dans Sainte-Sophie. Cette église magnifique, le cœur spirituel de la chrétienté byzantine, va subir un outrage inimaginable de la part de ceux qui prétendaient combattre pour la foi chrétienne. Le maître-autel est brisé à coups de hache. Les croisés arrachent les matériaux précieux dont il est composé, or, argent, pierres rares, ivoire sculpté. Ils se partagent les morceaux comme des vautours. Le chroniqueur byzantin Nicétas Choniates, témoin horrifié du saccage, écrira qu'on ne peut songer sans horreur à la profanation qui a été faite de la grande église. Les vases sacrés sont volés. Les calices d'or, les patènes d'argent, les encensoirs ciselés, tout est emporté. Les reliques sont arrachées de leurs reliquaires pour que les croisés puissent voler l'or et les pierres précieuses qui les ornaient. Les icônes sont brisées, les mosaïques arrachées. Les croisés font entrer des mulets et des chevaux directement dans l'église pour charger le butin. Les animaux glissent sur les dalles de marbre poli et se blessent. Leur sang se mêle à celui des prêtres massacrés. Les excréments des bêtes souillent le sol sacré. Une prostituée est installée sur le trône patriarcal. Elle chante des chansons obscènes pendant que les soldats pillent l'église. Cette scène de dérision absolue symbolise le mépris total des croisés pour l'église orthodoxe. Les tombeaux des empereurs byzantins, situés dans l'Héraon attenant à Sainte-Sophie, sont profanés pendant la nuit. De Constantin le Grand à Manuel Comnène, 1000 ans d'empereurs reposaient dans d'énormes sarcophages de porphyre rouge et de marbre vert. Les croisés les ouvrent tous, volent les couronnes, les bijoux, les vêtements précieux ensevelis avec les souverains. Certains jettent à même les ossements impériaux pour récupérer les cercueils eux-mêmes. Le doge Enrico Dandolo supervise personnellement le pillage de Sainte-Sophie. Bien qu'aveugle, il coordonne le transport des objets les plus précieux vers les navires vénitiens. De nombreux trésors prendront le chemin de Venise. On les retrouve encore aujourd'hui dans la basilique Saint-Marc. Reliquaires byzantins, vases liturgiques, icônes incrustées de pierres précieuses. Toutes les autres églises de Constantinople subissent le même sort. Aucun lieu sacré n'est épargné. Les monastères sont pillés. Les bibliothèques sont brûlées. Des manuscrits irremplaçables partent en fumée.
Des œuvres d'art créées depuis des siècles sont détruites en quelques heures. Le traité signé avant l'assaut prévoyait que tout le butin devait être rassemblé, puis divisé selon les proportions convenues. Mais en réalité, le pillage échappe rapidement à tout contrôle. Les barons et les riches chevaliers s'approprient les meilleurs trésors. Boniface de Montferrat s'empare des richesses du palais impérial. Dandolo fait charger sur les navires vénitiens les objets les plus précieux de Sainte-Sophie. Les autres chefs se partagent les reliques les plus vénérées. Martin de Péris, un abbé cistercien qui accompagne l'expédition, vole tant de reliques qu'il doit les cacher pour éviter de les partager. Il emportera en Allemagne un butin considérable qui enrichira son abbaye d'Alsace. La vraie croix, relique la plus sacrée de la chrétienté après le tombeau du Christ, est brisée en morceaux. Chaque chef veut sa part. Des dizaines de fragments circulent. Chacun finira dans une église différente d'Europe occidentale. Le linceul de Mandilion, cette écharpe censée porter l'empreinte du visage du Christ, est emporté comme butin en France. Il sera détruit pendant la Révolution française, perte irréparable pour l'histoire de l'art chrétien. Les simples soldats, eux, doivent se contenter de ce qu'ils peuvent voler discrètement. Robert de Clary, le chevalier picard dont le témoignage nous est parvenu, témoigne avec amertume que les pauvres chevaliers ont été trahis par les riches. Ceux qui avaient combattu avec le plus de courage se sont retrouvés avec presque rien, tandis que les barons qui n'avaient pas risqué leur vie se sont enrichis scandaleusement. Les Vénitiens obtiennent finalement leur part du traité. 150 000 marcs d'argent qui leur étaient dus pour le transport, plus leur portion du butin. Les croisés reçoivent 50 000 marcs. 100 000 autres marcs sont réparties entre les deux camps. Mais la majeure partie des 600 000 marcs d'argent pillées dans Constantinople a été secrètement gardée par les chevaliers qui ont caché leur butin. Les résidents latins de Constantinople, ceux qui vivaient dans la ville avant le siège et qui avaient été massacrés par les Byzantins en 1182, prennent leur revanche. Ils participent activement au pillage et se vengent cruellement de leurs anciens voisins grecs. Après 3 jours de pillage sanglant, les vainqueurs doivent organiser leur conquête. Le 9 mai 1204, 12 électeurs se réunissent pour choisir un empereur, 6 Vénitiens et 6 Francs, conformément au traité signé avant l'assaut. Boniface de Montferrat espère obtenir la couronne. Il a dirigé l'expédition militaire et possède des liens familiaux avec la dynastie byzantine. Mais les Vénitiens bloquent son élection, craignant qu'il devienne trop puissant. Enrico Dandolo refuse également la couronne impériale. À 97 ans, il sait sa mort proche. Surtout, devenir empereur violerait la constitution vénitienne interdisant aux doges d'accumuler trop de pouvoir. Les électeurs choisissent finalement Baudouin de Flandre, un compromis acceptable. Il est couronné le 16 mai 1204 dans Sainte-Sophie par le légat du pape. Le partage territorial suit les accords préétablis. Baudouin reçoit 5/8 de Constantinople et 1/4 de l'Empire, incluant la Thrace et l'Asie mineure occidentale. Venise obtient les 3/8 de la ville, la Crète, les îles Ioniennes et tous les points stratégiques côtiers. Dandolo prend le titre ronflant de despote et seigneur du quart et demi de tout l'Empire romain. C'est la naissance de l'Empire maritime vénitien qui dominera la Méditerranée orientale pendant des siècles. Boniface de Montferrat, frustré, s'empare de Thessalonique et crée son propre royaume en Macédoine. Les autres barons francs se taillent des fiefs dans toute la Grèce et les îles. L'Empire byzantin semble détruit, mais il n'est pas mort. Les familles impériales fondent 3 États grecs de résistance. L'Empire de Nicée en Asie mineure sous Théodore Lascaris, le despotat d'Épire sous Michel Comnène Doukas et l'Empire de Trébizonde sur la mer Noire. Ces 3 bastions byzantins conspireront pendant 57 ans pour reconquérir leur capitale. L'Empire latin naît dans le sang et mourra dans le désastre. Baudouin ne règne qu'1 an. Le 14 avril 1205, exactement 1 an après la prise de Constantinople, il est capturé à la bataille d'Andrinople par Kaloyan, tsar des Bulgares. L'armée croisée est écrasée. Baudouin meurt en captivité sans que personne ne paie sa rançon. Son successeur Henri de Flandre hérite d'une situation catastrophique. Les Byzantins de Nicée attaquent en Asie mineure. Les Bulgares ravagent la Thrace. Les barons francs s'entretuent pour agrandir leur fief. L'Empire se désintègre avant même d'être consolidé.
Le pape Innocent III, horrifié par le sac, condamne fermement les croisés. Dans sa lettre du 7 novembre 1204, il exprime sa douleur devant les violences commises. Mais il tente aussi de récupérer la situation en exigeant la soumission de l'Église orthodoxe à Rome. C'est un échec total. Les Grecs haïssent désormais les Latins d'une haine absolue. L'unification forcée des églises approfondit le schisme au lieu de le guérir. Dandolo meurt à Constantinople en mai 1205, à 98 ans, quelques semaines après Baudouin. Il est enterré dans Sainte-Sophie. Son tombeau de marbre, orné du bonnet ducal et des armoiries vénitiennes, sera probablement détruit quand les Turcs transformeront l'église en mosquée en 1453. L'Empire latin survit péniblement pendant 57 ans sans jamais contrôler qu'une fraction du territoire byzantin. Les empereurs successifs sont faibles, endettés, incapables de maintenir leur autorité. Seule Venise profite vraiment de la situation en contrôlant le commerce méditerranéen. En 1261, Michel VIIIe paléologue, empereur de Nicée, reconquiert Constantinople. Les Latins sont chassés. L'Empire byzantin renaît, mais ne retrouvera jamais sa splendeur d'avant 1204. Le sac de Constantinople constitue une catastrophe majeure de l'histoire, avec des conséquences dévastatrices à tous les niveaux. Sur le plan culturel, la perte est incommensurable. Des trésors millénaires sont détruits ou dispersés. Des bibliothèques entières partent en fumée. Des manuscrits antiques irremplaçables disparaissent. Certains historiens considèrent cette perte pire que l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Politiquement, l'Empire byzantin ne se remettra jamais du choc. Même après 1261, il reste faible, appauvri, fragmenté. Les guerres civiles continuent. L'Empire perd progressivement tous ses territoires face aux Turcs ottomans. Quand Constantinople tombera définitivement en 1453 aux mains de Mehmed II, ce sera largement à cause de l'affaiblissement provoqué en 1204. Le sac a condamné Byzance. Religieusement, le schisme entre catholiques et orthodoxes devient définitif. Les Grecs ne pardonneront jamais la profanation de leurs églises, le massacre de leurs prêtres, le pillage de leurs reliques. Un dignitaire byzantin déclarera « Il vaut mieux voir à Constantinople le turban turc que la mitre latine ». Cette phrase résume le traumatisme grec. Économiquement, Constantinople perd son rôle de centre commercial mondial. Venise et Gênes s'emparent des routes commerciales. Quand les paléologues reconquièrent la ville en 1261, ils découvrent une cité en ruine, dépeuplée, appauvrie, avec des quartiers entiers abandonnés. Il faudra attendre 800 ans pour que l'Église catholique reconnaisse officiellement l'horreur commise. En 2001, le pape Jean-Paul II écrit à l'archevêque d'Athènes pour exprimer sa douleur. En 2004, lors du 800e anniversaire, il reçoit le patriarche Bartholomée Ier et demande implicitement pardon. Bartholomée Ier accepte les excuses au nom de l'Église orthodoxe, déclarant que l'esprit de réconciliation est plus fort que la haine. Mais pour beaucoup de Grecs, ces excuses arrivent trop tard. Le traumatisme reste gravé dans la mémoire collective. Le 12 avril 1204, la chrétienté s'est déchirée elle-même. Des chevaliers chrétiens ont détruit la plus grande ville chrétienne du monde. Dandolo a manipulé une croisade entière pour servir Venise. L'Empire byzantin ne s'en est jamais remis. Le schisme est devenu irréparable. Sur la façade de Saint-Marc à Venise, les 4 chevaux de bronze volés à Constantinople témoignent encore de la plus grande trahison du Moyen Âge.